Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Coudonc, qu'est-ce qui se passe au sein de l'équipe chargée de trouver la personne responsable de cet incendie criminel meurtrier dans le Vieux-Montréal l'hiver dernier? Rappelons qu'il y a 7 personnes qui ont perdu la vie dans cette tragédie-là. Il y en a 9 autres qui ont été blessés. Là, le bureau d'enquête nous apprend que la moitié des enquêteurs de cette équipe-là ont demandé à être affectés à d'autres enquêtes. Et la raison derrière ça, ce serait des conflits internes entourant la gestion du dossier. C'est pas rien, là. Voici ce qui se tramerait en coulisses, selon les informations dans le journal ce matin. Il y a 2 enquêteurs qui sont partis dans les semaines qui ont suivi la tragédie du 16 mars. Il y en a 2 autres qui ont quitté le navire mi-octobre, donc là, au cours des dernières semaines. On parlerait de climat de travail toxique qui aurait amené les enquêteurs à changer d'équipe, selon une source anonyme du bureau d'enquête. Et c'était des enquêteurs expérimentés, là. Il y en a un, on parle de 10 ans aux homicides, une quinzaine d'années d'expérience aux crimes majeurs. Et un des problèmes, en tout cas un des éléments au cœur du conflit, ça aurait été la gestion d'une vidéo captée par une caméra de surveillance le soir du drame. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo-là? On y verrait un suspect sortir de cet immeuble de la place Diouville dans les moments qui ont suivi l'incendie. Alors là, il y avait différentes visions, comment on traitait cet élément-là. Il y en a qui voulaient procéder rapidement à l'arrestation de l'individu en question pour y poser des questions. Il y en a d'autres qui voulaient attendre, utiliser d'autres techniques d'enquête. Là, le chef Fadi Daguerre, le chef du SPVM, était à Tout le monde en parle. Et il a pourtant laissé entendre que l'enquête se déroulait bien. N'y voit aucune bavure policière. Des gens d'expérience qui ont le dossier en main, c'est ce qu'il a répondu. Il réagissait à un autre dossier du bureau d'enquête qui nous apprenait là, qu'il y aurait eu des bavures policières dans la façon dont on aurait exécuté certaines étapes, notamment l'absence de mandat avant de fouiller dans un cellulaire ou encore l'absence là, de certaines autorisations avant de faire et de procéder à des arrestations. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on ait l'heure juste dans ce dossier-là. On a 2 versions complètement contradictoires. Et pendant ce temps-là, il y a les familles de ces 7 personnes qui ont perdu la vie qui attendent des réponses de la part des policiers. Vous avez certainement vu, ça a fait la manchette à plusieurs reprises, la facilité à quel point les détenus peuvent se faire livrer toutes sortes de choses en prison avec des drones. C'est pratiquement un service plus personnalisé que les grands de ce monde comme Amazon ou quoi que ce soit. Ils ont pratiquement à la fenêtre de leur cellule livraison de cellulaires, de drogue ou encore de toutes sortes d'armes qui sont saisies à l'intérieur des murs de la prison. Là, annonce importante du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, où on apprendra que 15 autres cours de prison seront grillagés. Et l'objectif, c'est de renforcer la sécurité dans ces établissements-là. De un, pour prévenir des évasions en hélicoptère. Il y en a eu ces dernières années. Pensons à la prison de Saint-Jérôme. Ça, c'était en mars 2013. 15 mois plus tard, 3 autres trafiquants de drogue en attente de procès, eux aussi ont réussi à s'échapper. Cette fois, c'était au centre de détention de Québec, à bord d'un hélicoptère encore une fois. Et il y avait eu, si on recule de quelques années, déjà là, des démarches en cours là, pour grillager l'extérieur de certaines prisons. Ça a commencé sous Lise Thériault, Martin Coiteux également. Alors là, il y en aurait une quinzaine, mais c'est un petit pourcentage. Là. C'est à peu près une cour sur 4, je vous dirais, dans les prisons actuellement. Puis je voyais des images, c'est pas toute la cour qui est grillagée, là. C'est vraiment un petit espace de quelques mètres. Alors tu te dis, est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Puis je me mets dans les souliers, moi, des agents correctionnels, là. Tu sais, tu rentres travailler, là, tu gères une population de détenus, c'est pas des enfants de cœur, là.
Puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont dans les poches? Ils ont un couteau? Sont-tu gelés comme une bine? Sont-tu drogués? Sont-tu sur la coke? Sont-tu sur le crack? On ne sait pas. Fait que ça fait en sorte aussi que, tu sais, dans les interventions, c'est beaucoup plus délicat. Puis je passe aussi de la présence de cellulaires qui permet à certains détenus de communiquer avec l'extérieur ou quoi que ce soit. Alors oui, c'est un pas dans la bonne direction. C'est 15 autres cours de prison grillagés, mais il y a tellement plus à faire, honnêtement, là. Ça en est ridicule, la facilité à quel point ils se font livrer toutes sortes de choses alors qu'ils sont en prison. Alors, rappelons-le, là, ils sont en prison puis ils sont pas là pour rien. Là. Ils n'ont pas d'inclus med en vacances. À la une du Devoir, c'est une enquête très intéressante signée par Amélie Pineda et Stéphanie Vallet sur les drogues au Québec. Puis on vous parle souvent de la crise des opioïdes, mais est-ce que dans l'angle mort, on oublie aussi d'autres types de drogues? Je pense au crack, à la coke, au crystal meth. Des stimulants qui sont, selon les données qui ont été analysées par Le Devoir, les dossiers du coroner entre janvier 2022 et 2023, bien, ce type de drogue-là a tué 7 fois plus que les opioïdes. 7 fois plus. C'est énorme. Ce seraient les stimulants de prédilection des consommateurs québécois. Quelques chiffres dans cet article-là. Entre le 1er janvier 2022 et le 5 avril, ces stimulants-là, donc on parle de crack, coke, crystal meth, ont coûté la vie à 162 personnes. Ça représente 40% des décès par surdose. Puis on peut lire toutes sortes d'histoires d'une tristesse infinie, les unes des autres. L'histoire de Pierre, qui a été retrouvé mort avec une pipe à crack dans les mains, dans le divan de son appartement. C'est son propriétaire qui est inquiet. Il répondait pas à la porte depuis 2 jours. Paf, il l'a retrouvé mort. Une femme, Christina, retrouvée morte par un passant, quelqu'un qui était sur la rue, dans un stationnement. Overdose de coke. Et Priscilla, c'est sa mère qui l'a retrouvée morte au pied de son lit, imaginez. Elle est morte d'une overdose de méthamphétamine. Et ce qui est dénoncé dans le dossier, c'est l'absence de centres d'inhalation supervisés. Parce qu'on a des centres d'injection supervisés à plusieurs endroits, mais d'inhalation supervisée, ils seraient moins nombreux, semble-t-il. 3 villes seulement au Québec auraient des installations d'inhalation supervisée. Gatineau, Québec et Laval. Là, à Montréal, il y en aura un. Dans le quartier Saint-Henri, ça avait fait les manchettes. D'ailleurs, la presse nous le rappelle aujourd'hui. Le problème, c'est que selon ce qui est dénoncé par plusieurs parents, plusieurs familles du quartier Saint-Henri, c'est qu'on l'a installé pas mal trop proche d'une école. Alors là, il y a une levée de bouclier. Là, il y a peut-être un travail aussi à faire. Là. Il me semble que c'est logique. Là. Tu ne l'installes pas à moins de 100 mètres d'une école. Il me semble ça. C'est évident, mais visiblement, c'est pas ce qui a été fait. Reste à voir jusqu'à quel point cette contestation-là pourra peut-être permettre de changer les choses. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.